Bonjour à tous les amis, c'est Loïc, je vous souhaite une très très belle année 2023. Le meilleur pour vous, pour vos familles, pour vos amis et pour le poker aussi. Je vous promets qu'il va y avoir de belles choses. Suivez mes réseaux sociaux, soyez présents. Je vous fais la bise. Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle année. Déjà, on va commencer tout simplement par vous souhaiter une belle année 2023. Le meilleur pour vous, pour vos familles, pour vos amis. Le meilleur aux tables de poker et le meilleur dans votre vie personnelle. On commence cette année avec deux très très beaux invités, dont un invité que j'ai jamais eu le plaisir d'avoir. À tout seigneur, tout honneur, quand on a fait la table finale des WSOP, on peut se la péter. J'ai le plaisir de recevoir Monsieur Sylvain Lousely. Salut mon Sylvain. Salut Loïc, écoute, merci de me recevoir. C'est un plaisir Eh de bien, démarrer cette année ensemble. plaisir partagé mon ami. Avec nous aussi aujourd'hui, vous commencez à bien le connaître. Il vous a plu dans le documentaire Pour la gloire. Il vous C'est plaît ça. avec toutes les vidéos qu'il est en train de faire, même sur ses réseaux sociaux, que vous pouvez aller rejoindre. C'est la nouvelle figure majeure de notre serre, Monsieur Boris Berthomé. Salut mon Boris. Salut Loïc, salut à tous. Toujours un plaisir d'être là avec toi et avec Sylvain. Les Donc, Salut mon amis, beau. pur kiff, pur kiff. les amis, on parle souvent, on a souvent parlé de coaching. Il se trouve qu'aujourd'hui, vous représentez chacun une marque, j'ai envie de dire. Sylvain, on peut te voir chez Kill Tilt, chez notre ami Peanuts, qu'on embrasse fort d'ailleurs. Aujourd'hui, Boris, c'est toi la figure de proue. C'était Romain pendant quelques années, maintenant c'est fini. C'est toi la figure de proue de chez Nutser. Vous sortez chacun des nouveaux produits, j'ai envie de dire, mais des nouvelles manières un petit peu de travailler le coaching. Et justement, on a, depuis quelques années, on en a suffisamment parlé, plein de produits qui sont sortis, parfois des produits qui ont été appréciés, d'autres beaucoup moins. Hein. Il y a une défiance souvent sur le coaching et la manière de l'appréhender. Alors aujourd'hui, on va parler de toutes ces nouvelles méthodes de coaching avec vous deux. Pourquoi avec vous deux? Parce que vous deux, vous êtes tous les deux extrêmement respectés dans ce domaine-là. Vous avez une excellente réputation. Et c'est dur d'avoir parfois une excellente réputation. Les amis, j'ai envie de vous dire 2023, nouvelle année, c'est quoi les nouvelles méthodes de coaching pour progresser au poker? Votre avis là-dessus pour démarrer en douceur cette vidéo? Qui a envie d'ouvrir le bal? C'est parti, Bobo, ou je peux lancer? Allez, comme tu veux, je peux Allez, me mon lancer. Boris. On peut expliquer un petit peu ce qu'on fait chez notre serre. Alors, déjà, les nouvelles choses, en fait, j'ai envie de te dire que moi, dans ma manière de voir le poker, je reviens vraiment aux bases du jeu et des bases qu'on bossait déjà finalement quand j'ai commencé le poker, fut très longtemps. Et c'est quoi? C'est les bases mathématiques. C'est comprendre que le poker, c'est un jeu mathématique avec des bases très simples. C'est des calculs d'odds, comprendre les équités nécessaires, les fréquences de range, etc. Et ça, c'est hyper important. Et on a aujourd'hui beaucoup d'outils pour pouvoir travailler, développer ces compétences-là. Donc, je reprends pas mal les bases avec les joueurs de Nutser parce que ce que j'ai l'impression, c'est que la majorité des joueurs de poker partent dans des espèces de réflexions, de leveling avec ils focus des variables qui prennent trop d'importance et ils oublient en fait les choses très simples du jeu, qui est est-ce que j'ai l'équité, il me propose tel sizing, j'ai besoin d'être bon à telle fréquence du temps, est-ce qu'il bluffe à telle fréquence, je bluffe tel sizing, j'ai besoin que ça passe à telle fréquence, est-ce qu'il va folder à telle fréquence, finalement des choses très simples. Donc revenir sur des choses simples, des outils de travail qui vont nous permettre de développer ces compétences-là. Et il y a un truc très particulier que je suis en train de lancer avec les gars. Alors là, je parle au centre Nutser. C'est que ça a été très présent pour moi. C'est que pour que les gars progressent, j'ai compris qu'il fallait qu'ils aient des projets individuels et personnels. C'est-à-dire que c'est bien beau d'avoir un coach et d'avoir 2 heures de coaching par semaine, 2 fois 2 heures, un mec qui vous transmet des choses. Mais la grosse marge de progression, c'est quand les gars, ils sont capables de faire leur propre travail personnel, leur propre recherche, leur propre conclusion, de développer leur propre thinking, leurs propres analyses. Et donc là, on est en train d'essayer de développer ce que j'appelle des projets personnalisés, individuels ou du coup en groupe à 2, 3 chez notre serre où je leur fais bosser des choses, je les aide, je les accompagne pour qu'ils
aillent chercher leurs solutions tout seuls, pour qu'ils aillent chercher leurs réponses tout seuls, pour qu'ils apprennent des méthodologies de travail et qu'ils arrivent à avancer tout seuls. Parce que si les gars avancent tout seuls, ils auront un potentiel de progression qui sera décuplé par rapport au fait s'ils attendent un coach qui soit présent, parce que le nombre d'heures que va proposer le coach sera très limité. Souvent on dit si vous voulez bosser l'anglais, c'est très bien. Je sais que c'est Romain, il m'avait dit ça une fois quand je devais structurer le nombre d'heures que je passais à bosser certains trucs. Il me dit mais Boris, si tu dois apprendre l'anglais et que tu me dis que tu vas passer 1 heure par semaine à bosser l'anglais pendant 3 mois, et au bout de 3 mois il me dit tu seras nul. Et c'est un peu pareil, c'est quand vous prenez 1 heure de coaching avec un mec, 1 heure par semaine, vous allez progresser très lentement. Qu'est-ce qui fait qu'on progresse quand on bosse l'anglais? C'est que, ok, on va prendre 1 heure de coaching. Le mec, en fait, il va pas nous apprendre à parler anglais pendant 1 heure. Il va nous donner des méthodologies, il va nous donner des astuces, il va nous donner des techniques, il va nous accompagner, nous motiver, etc. Pour qu'on puisse travailler l'anglais toute la semaine, en fait. Tous les jours, un petit peu. Pas forcément comme des malades, mais tous les jours, un petit peu. Et le dernier point, il y a un truc, alors je vais peut-être te lancer sur le débat, Sylvain, il y a un truc qui me perturbe ces derniers temps, enfin qui m'intrigue, c'est qu'il y a beaucoup de gars qui parlent, qui bossent 50 heures semaine, 60 heures semaine, et c'est la course à celui qui bosse le plus possible. Et puis j'ai réfléchi et j'ai coaché d'ailleurs des joueurs qui étaient en Ligue 1, notamment des joueurs de football qui sont professionnels. J'ai coaché des anciens sportifs. On parle beaucoup des nageurs qui nagent tous les jours. Et en fait, j'ai calculé, je me dis, quand je regarde ces gars-là, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils font un entraînement par jour. Un entraînement de 2 heures, un entraînement de 4 heures. Et le nombre d'heures qu'ils consacrent à leur activité est pas de 50 ou 60 heures de travail, mais plutôt de l'ordre de 25-35 heures. Et ce que j'ai envie de dire aux gars aussi en ce moment, c'est arrêtez de faire la course au nombre d'heures, arrêtez de faire la course à celui qui travaille le plus, parce que déjà, c'est souvent du pipeau, on le fait une semaine, on le fait pas pendant 2 mois. Et par contre, bossez 25 heures, 35 heures, mais bossez efficacement, bossez bien, tous les jours. Si le mec qui bosse 2 heures par jour dans la semaine, ça suffit, s'il fait du travail efficace, et arrêtez de vouloir en mettre des pagailles, et du coup, au final ne pas avancer, patauger, ne pas intégrer tout ce qu'on apprend, etc. Ouais, Donc ça, moi c'est un truc. je vais répondre à ta question avant de revenir à celle de Loïc Allez. sur les méthodos, les nouvelles manières de coaching ou de coacher. Je suis complètement d'accord avec toi. L'intérêt, c'est pas de faire trop de volume d'études ou de reviews, etc. L'important, c'est plus d'être efficace. Déjà, savoir, comprendre comment fonctionne le cerveau humain, c'est tellement important. Savoir combien de temps on peut être concentré, faire des pauses régulières, tu vois, même quand tu fais 1 heure de travail, si tu fais pas de pause, bon, à un moment, ton cerveau, Si je il dis est pas juste plus. de bêtises, Sylvain, je crois que le temps de concentration, il est faible, non? Ouais, il est assez faible. Il est assez faible, c'est pour ça que c'est important quand tu travailles tout seul ou en groupe, euh, tu vois, plutôt de décomposer tes sessions et de pas se dire, ok, je vais faire 2 heures d'affilée maintenant, je lâcherai un pendant 2 heures. Avoir aussi tu vas identifier des thèmes précis, savoir sur quoi tu travailles. Je pense que le problème pour beaucoup de joueurs, c'est qu'ils n'ont pas vraiment de direction. Tu vois, ils ont des spots, ils ont des questions, Mm. mais des fois, ils vont passer un temps fou sur des spots qui arrivent jamais, qui n'ont pas vraiment d'importance, commencer à aller trop loin dans la réflexion, ils perdent leur temps. Ils consacrent pas leur temps à ce qui va avoir le plus d'impact sur leur jeu, tu vois, sur leur progression. Ça, je pense que c'est un très bon point que tu as souligné. Je suis complètement d'accord avec toi. Et en plus, dans tous les cas, euh, un peu comme un sportif, tu peux pas t'entraîner 4 heures dans la journée et espérer être performant sur une session de 8 heures de poker derrière. Donc si tu sais que tu vas grinder, t'as une grosse session de tournoi qui est prévue le soir, tu dois aussi adapter tu vois, ton schedule, ton programme d'entraînement, de study en fonction. Tu peux pas. C'est important aussi de savoir gérer ton énergie mentale à ce niveau-là, c'est super important à mon sens. Ouais. Ok. Ouais, Euh, faut chercher l'efficacité. Et aussi, pour rebondir, souvent, c'est vrai que quand j'accompagne les gars, c'est souvent très décousu. Tu sais, ils vont faire un coaching KO, un coaching ICM, un petit coaching par là. Et puis, en fait, tout est décousu et du coup, ils solvent rien. En ce moment, je leur mets une image dans la tête. J'aime bien cette idée. C'est imaginer que le poker, c'est un grand puzzle de 10 000 pièces. Et petit à petit, en fait, on va venir mettre des pièces. Mais du coup, il faut remplir le puzzle, quoi. Il faut pas partir à la volée comme ça. On va s'attaquer à un côté, tac, on fait ça. Ensuite, on s'attaque à un autre côté, on fait ça. Et petit à petit, en fait, on va remplir ce puzzle et avoir de plus en plus de repères, quoi. Ouais, disons que c'est la complexité du poker aujourd'hui, c'est tu peux étudier tellement de choses pour progresser. Il y a tellement il y a tellement de formats différents, que ce soit les KO,
les tournois réguliers, tu peux étudier l'ICM, c'est un énorme pan de travail en tournoi. C'est pas facile de savoir où consacrer le plus de temps. Et après, tu peux te dire, OK, je vais étudier, si je veux décomposer mes méthodes de travail, je vais étudier les pots 3 bêtes, je vais étudier les pots single race, les pots multi-way. Tu peux partir dans Ouais, plein et de c'est jamais directions différentes. fini. Et là, c'est jamais fini, tu sais, c'est Après, ça, il pareil. faut l'accepter. Il faut Ouais. accepter que c'est jamais fini. C'est ça qui fait l'intérêt je pense, du jeu. C'est pour ça même après plein d'années tu vois, de carrière professionnelle, tu vois, moi, personnellement, en tout cas, je trouve encore de l'intérêt à ce jeu parce que je vois que la progression, elle est juste infinie. Je me remets à bosser un peu à bosser le PLO, à jouer en PLO et tu vois, Le en meilleur jeu bossant du monde. Le meilleur jeu du monde. en bossant, en Ouais. retravaillant avec des solvers, tu vois, il y a plein de trucs qui m'étonnent et qui m'ouvrent l'esprit, donc c'est top. T'as des solvers pour le PLO? Je savais même pas. Ouais, il y a des solvers, il y a mon core solver qu'on peut utiliser pour le NL aussi, pour le No Limit. Mais bref, mis à part cet aparté, euh, ouais, pour revenir à ta question des méthodes d'entraînement, c'est marrant parce que je suis aussi un peu en accord avec Boris qu'au final, certaines méthodes qui sont déjà utilisées depuis longtemps et qui sont prouvées, au final, elles sont bah, quand même très efficaces. Je pense que quand même le point de départ, quand tu es un joueur, on va dire, de petite limite, qui est en pleine progression, c'est quand même d'aller identifier tes leaks. Et si tu joues online, tu fais un minimum de volume, la base, c'est quand même de jouer avec un tracker. Parce que ça va être le meilleur moyen d'avoir un retour avec de la data, quoi, un retour qui est quantifié. C'est le meilleur moyen d'aller identifier les zones du jeu où tu es le moins performant. Donc si j'étais un coach et que je devais coacher un petit joueur, un joueur de petite limite, pardon, la première chose que je regarderais, c'est justement ses stats. C'est euh, c'est d'aller voir pas directement les stats. Ce que j'ai fait d'ailleurs à l'époque où on a bossé un peu ensemble avec notre sœur, avec les gars, c'était aller essayer d'identifier les plus grosses problématiques dans leur jeu. Et au final, du coup, quand tu commences à creuser, tu vois plein de choses intéressantes, quoi. Tu vois plein de choses intéressantes, tu vois là où leur thinking process, il peut être amélioré, il peut être défaillant. Donc je pense que pour moi, ça, c'est un peu la première chose. Je Et mets une ensuite, parenthèse pour ceux qui n'ont pas compris, Sylvain, c'est que oui, alors ils n'ont pas vu parce qu'ils ont... La première année n'a pas été gardée, mais t'as aussi, t'as aussi travaillé avec notre serre, t'étais dans l'équipe de la première année où t'étais avec eux, tu les aidais, tu filais un coup de main, c'est ça? ouais, c'est ça, j'ai des coachés, j'étais avec eux à Vegas. Après, moi, disons que ce qui a fait que je suis plus impliqué trop dans l'équipe, c'est que moi, j'ai pas besoin d'être stacké. Ouais. Ça rentre pas vraiment enfin, comment dire, dans mes besoins Oui, c'est ça, sur parce le que je veux dire, circuit. Et c'est puis le que fait c'est... qu'on soit à distance, malheureusement, ça a un peu compliqué les choses pour que je sois un peu plus impliqué, même si Oui, mais j'aime c'est pour beaucoup ça les aussi que mecs je de vous ai l'équipe. invités tous les deux, c'est qu'il y a de l'appréciation chez tout le monde, quoi. Tout le monde s'apprécie, Ouais. tout le monde Ouais, j'ai travaille beaucoup Avec, échangé avec Romain et c'est un mec que je trouve extrêmement intéressant. Voilà. Fini à l'aparté sur. à moitié fou, peut-être. Il faudra en parler un jour. À moitié fou, ouais, je te l'accorde. Pour ça qu'ils ont mis Boris. Ils ont dit non, l'autre est au taré, on va mettre Boris en avant, c'est mieux, c'est plus safe. C'est vrai qu'on Euh, a des bases, ouais, on a des bases et des thinking avec Sylvain, des méthodologies d'entraînement qui sont très proches. Bah, on a fait quelques sessions ensemble, comme tu le disais, et c'est vrai on a retrouvé beaucoup de similitudes. Et donc Romain est à l'opposé de nous, donc c'est sûr il nous a Avec apporté à tous les deux beaucoup de choses. il y Romain a a, une approche assez différente. Ouais. Et c'est intéressant justement d'échanger là-dessus et de voir différents points de vue, à quel point ça peut être intéressant d'incorporer ça aussi dans nos méthodes de travail. il y a une question que j'ai envie de vous poser, c'est on est évidemment d'accord que tout le monde ne peut... Enfin, non, c'est pas ça, je vais même la reformuler plus exactement, c'est est-ce que tout le monde peut devenir un joueur de poker gagnant? Parce que c'est souvent la promesse, vous savez, que les gens font quand ils vendent des produits, peu importe lesquels. Et moi, j'ai tendance à penser que c'est faux. J'ai tendance à penser que non, tout le monde ne peut pas devenir un joueur gagnant parce qu'il faut des qualités mathématiques, des qualités de travail, des qualités de réflexion. C'est marrant. Euh, Marrant que tu poses cette question-là parce que justement on avait fait un débat là-dessus sur la chaîne YouTube de Kill Tilt. Ouais, Je crois qu'il y avait Pierre Calamusa, il y avait cette chance. ouais. Et je suis d'accord avec toi, je pense pas que tout le monde puisse devenir gagnant. Et dans tous les cas, même si tu as les capacités pour le devenir, je suis certain qu'il faut que tu sois vraiment impliqué dans ta progression. Et je pense que c'est là où c'est aussi le plus important. Enfin,
ce que tu peux transmettre en tant que coach quand tu fais du coaching qui est pas forcément, qui est pas direct. Quand tu fais des vidéos de coaching, tu crées du contenu. Mhm. Je pense que c'est là le plus important où tu dois axer ton coaching. C'est comme ce que disait au final Boris un peu plus tôt, c'est apprendre aux gens à apprendre. Tu vois, les apprendre à développer les compétences eux-mêmes, leur donner des directions, comment utiliser les outils, savoir comment évaluer eux-mêmes leurs jeux, leurs erreurs. Je pense que c'est le plus important parce que dans tous les cas, tu peux pas te permettre, au final, peu importe ton niveau de jeu, de tout le temps payer un coach pour te review. Et bon, évidemment, quand tu as un cercle de joueurs, que tu sois joueur pro ou pas, c'est aussi bien d'avoir des gens avec lesquels tu peux échanger, tu t'auto-coaches aussi. Mais le plus important, c'est de savoir développer les méthodologies pour travailler toi-même et progresser aussi de cette manière-là. Mais j'ai l'impression, tu sais, pour finir là-dessus, qu'il y a un problème avec le poker au niveau du coaching. Comme je l'ai répété souvent, moi j'étais un ancien nageur d'équipe de France, quoi. Et tu peux pas te mentir quand t'es nageur. C'est où t'es en train où t'es en train de bosser, ou t'es en train de glander. Tu vois ce que je veux dire au bassin? Il y a pas de, il y a pas de, tu peux pas dire non, j'ai pas eu de chance. Bah non, gars, t'es en train de nager ou t'es pas en train de nager. J'ai l'impression que dans le poker, pour entendre les joueurs à longueur de temps discuter, il y a quand même un phénomène de se mentir à soi-même sur ouais, mais j'ai pas eu le bon spot, ouais, je suis en run bad. Tu vois, j'ai l'impression que c'est plus difficile dans le poker qu'ailleurs pour ça. Vas-y, Boris. C'est la chance qu'on a dans ce jeu, tu vois, c'est qu'il y a de la variance. La variance crée des doutes chez les bons joueurs et des doutes à l'inverse chez les joueurs peut-être perdants qui ont gagné de l'argent, donc qui pensent être gagnants, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui permettent que les joueurs jouent parce que déjà ils s'amusent, parce que tout le monde peut gagner. Parce qu'on peut avoir de la chance et donc du coup kiffer tout simplement. Donc c'est le charme du jeu, ce que tu es en train de dire, et c'est ce qui fait que qu'on a envie de jouer au poker, que les gens ont envie de jouer au poker et ont envie de continuer. C'est que tout le monde peut gagner. Souvent, je dis en live, tu sais, quand on joue là, notamment à la Grande Motte, je me revois, tu vois, à table, on joue à 500 euros et je dis aux gars, mais vous savez, moi je suis là avec mon patch Team Pro. Mes probabilités de gagner contre vous, elles sont pas 10 fois plus importantes. C'est très léger. Vous avez autant de chances que moi, quasiment. Sur un tournoi, vous avez quasiment autant de chances que moi d'aller faire ITM ou d'aller en table finale. C'est très proche. Donc, kiffez, prenez du plaisir. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un débat qu'on avait eu, c'est que au poker, les gens cherchent à être gagnants, mais il faut aussi comprendre que c'est un loisir, c'est une passion, les gens kiffent. Et du coup, il faut aussi dire aux gens, vous avez le droit d'aller jouer un tournoi, de vous dire que vous perdez peut-être un peu d'argent, mais que vous prenez du plaisir à jouer. Et donc, pour revenir au débat de est-ce qu'un joueur peut être gagnant, est-ce que tous les joueurs peuvent être gagnants? Je rebondis sur ce que tu disais, Sylvain. Tu parlais d'implication. Pour moi, c'est ça qui est important. Pour moi, tout le monde peut être gagnant à partir du moment où il est impliqué et qu'il met de l'intensité dans son activité. Pourquoi? Parce que le poker, c'est un jeu d'humain. C'est-à-dire que tu joues contre un humain. À partir du moment où tu joues contre des joueurs moins bons que toi, tu vas être gagnant. Donc, tu peux être nul. Si tu joues contre des joueurs très nuls, tu vas être gagnant. On peut imaginer le mec qui joue entre potes en hop games avec une bouteille de Jack Daniel, il n'aura pas besoin d'être fort pour être gagnant, tu vois. Donc, ça veut dire quoi être un joueur gagnant? Déjà, c'est un joueur intelligent qui sait sélectionner ses parties, qui sait jouer contre des joueurs moins bons que lui, qui a une capacité d'auto-évaluation et qui va progresser tous les jours. Tout le monde peut être gagnant s'il en a l'envie et s'il se pose les bonnes questions. Maintenant, le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a des joueurs qui veulent être gagnants, mais qui mettent pas l'intention, qui mettent pas l'implication, et donc forcément, eux, ils n'y arriveront pas, mais parce qu'ils n'ont pas la bonne intention. Quoi. Tu penses pas qu'il y a de l'inné? Comme je te dis, pour être gagnant, alors il y aura de l'inné pour développer, pour monter plus haut. Parce que comme tu dis, on le voit, de toute façon aujourd'hui, il y a des joueurs qui bloquent et qui n'y arrivent pas, ils intègrent pas assez vite ou pas bien. C'est très compliqué pour arriver à un certain niveau. Par contre, pour être gagnant, il suffit juste de jouer contre des gens moins bons que toi. C'est pas faux. Non, mais en fait, c'est hyper simple, c'est ce que je dis aux gens. Ouais, c'est pas faux, mais là où ta limite s'arrête, c'est que si t'es très mauvais, que tu joues contre des très très mauvais pour des boîtes de chips, ça va être compliqué à la fin du mois de ramener de l'argent à la maison quand même. Alors, t'as parlé de joueur gagnant. Alors après, si tu gagnes un petit peu, tu sais, je prends l'exemple de mon père, grosse pensée à mon papa que j'adore. Ça fait 10-12 ans qu'il joue au poker tous les jours et il est toujours aussi nul qu'il y a 10-12 ans. Et il a commencé. Il va être content de l'entendre ça. Et voilà, non, mais je lui ai toujours dit, mais comment tu fais avec un fils qui est pro, etc., pour ne pas progresser une seconde? Tu vois, t'es toujours aussi nul qu'il y a 10 ans. Mais il a déposé 50 € il y a 10 ans sur Winamax et là, il doit avoir 150. Tu vois.
Mais il est heureux comme tout, tu vois. Genre, c'est un kiff. Et il peut se dire que c'est un joueur gagnant au poker. Il perd pas de sous, il kiffe, il gagne un petit peu d'argent, etc. Tu vois, lui, il prend du plaisir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être un joueur gagnant? Si tu me poses la question, Louis, que tu reformules et que tu te dis, est-ce que tout le monde peut être un joueur professionnel, vivre du poker? Là, c'est autre chose. Ok. C'est un autre débat. Ouais, mais là, je suis d'accord. D'ailleurs, c'était plutôt le débat qu'on avait eu avec Kill Tilt sur la vidéo YouTube, avec le talk qu'on avait fait. Mais je pense qu'au final, c'est vraiment une question d'intention et de mindset. Parce qu'effectivement, tu pourrais avoir les capacités pour devenir un joueur gagnant, surtout si tu sélectionnes tes parties, que tu joues contre des joueurs qui sont faibles. Mais si derrière, t'as pas cette envie de progresser, et pour toi, le poker, c'est un peu comme jouer à la roulette, où t'es juste là pour t'amuser, et t'as pas vraiment cette démarche d'essayer de mieux comprendre les stratégies, de développer tes compétences, ça restera quand même difficile de devenir gagnant. Donc c'est vraiment une question de compétences. Mais effectivement, si tu es prêt à faire un minimum d'efforts et à travailler là-dessus, tu peux devenir gagnant, évidemment, quand tu joues contre des joueurs plus faibles, si tu joues des petites limites, des micro-limites ou des petites tables, c'est évidemment, je pense, du coup, accessible à beaucoup plus de monde. Ouais. Ça D'ailleurs, fait... Vas-y, pardon. vas-y. J'allais dire, ça me fait penser à un leak qu'ont les joueurs qui débutent et de toute façon, de manière générale, et ça me fait penser à une phrase de Bibi Biatch qu'il avait dit, je me rappelle, il avait dit, plus je progresse, plus je me rends compte que je suis nul. Et en fait, le Bibi leak... Hutch, coach de la team ATM, qu'on embrasse Ouais, fort parce qu'on pense à lui. Vu qu'il est plus ouais. là, Et il fout plus rien. Tu vois plus que des stories où il fait du sport. Bibi Hutch, il il voyage, voyage, il il kiffe. voyage. Mais je pense qu'en back-office, t'inquiète, il travaille. Ouais, Mais, mais c'est sûr qu'il bosse comme un malade en plus. On lui fait un gros mais bisou à Bibi Hutch. Mais si tu veux, c'était intéressant parce que les joueurs récréatifs, les joueurs débutants, en fait, ils voient, tu vois, moi je parle toujours de camembert, ils voient qu'une partie du camembert. Et ils se disent, ah putain, là j'ai compris le game. Là c'est bon, je comprends le game. Mais en fait, ils voient pas tout le reste qu'il y a derrière. Et plus tu progresses, plus tu as de la visibilité sur la complexité du jeu. Et souvent, j'ai envie de dire aux joueurs débutants, aux joueurs qui nous écoutent, c'est le jeu est extrêmement complexe. Il y a une phrase qui dit, le poker, on met 5 minutes pour apprendre à jouer et une vie pour le maîtriser. Et en gros, c'est un peu ça l'idée, c'est que faut comprendre que c'est un jeu qui est complexe. Et souvent, les joueurs surestiment leurs compétences parce qu'ils se rendent même pas compte de toutes les compétences qu'il faut avoir pour vivre du poker. Quoi. J'ai envie de dire heureusement. Heureusement que le poker te fait surestimer des capacités. C'est pour ça que c'est aussi populaire. Et heureusement qu'il y a de la variance. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal aussi au niveau mindset à accepter la variance, à accepter le fait que y a pas de justice au poker. Mais heureusement, parce que s'il n'y avait pas cette variance, du coup, ce serait tout le temps un peu les mêmes joueurs qui gagneraient, comme aux échecs ou peut-être dans des sports de haut niveau. Ce qui est incroyable avec le poker, c'est que tu peux jouer contre les meilleurs joueurs du monde et tu peux être un joueur amateur et tu peux gagner sur un tournoi ou sur 10, sur un certain nombre de parties limitées, parce qu'il y a de la variance. Et S'il tu n'y a peux pas cette kiffer. variance, C'est ça, tu c'est kiffes ça, en fait. Tu peux tu peux kiffer. kiffer, tu peux avoir la chance, tu peux faire des coups de génie aussi. C'est comme ça qui est incroyable avec le poker. Oui, mais ça fait tous les deux de nombreuses années que vous êtes pro. Sylvain encore depuis un petit peu plus longtemps. Et j'ai cette impression aussi que les gens, quand ils vous écoutent, quand ils écoutent des coachs compétents, on a l'impression que c'est de plus en plus difficile à chaque fois d'être, vous voyez, de devenir gagnant au poker. Est-ce qu'à un moment donné, on n'est pas en train de complexifier tellement le jeu que le joueur lambda, il peut plus y arriver à être gagnant au poker? Vas-y, Boris. Ouais. Alors, en fait, c'est un peu, ça fait référence à la première phrase que j'ai dite, c'est que les joueurs complexifient une tonne le truc. Moi, quand je coach des gars, ils partent dans des thinking process, mais incroyables. Alors qu'en fait, c'est juste très simple le poker. Et donc, faut revenir à la base. J'ai envie de dire à ces joueurs qui voient ça comme très complexe, c'est une base qu'on veut maîtriser. Et si je dois faire un truc qu'on comprend bien, c'est le joueur de football. Le joueur de football, il doit pas apprendre à faire des roulettes, des passements de jambes, des transversales où il traverse le terrain, des tirs avec des effets incroyables. Non, il doit faire des passes dans les pieds. Il doit faire des passes dans les pieds tous les jours. Les mecs qui sont pros, ils sont en Ligue 1, ils vont à l'entraînement, ils font des passes dans les pieds, tu vois. Ils font des taureaux, ils font des machins, ils font des exercices simples. Et ben c'est ça le poker, c'est pareil. C'est que c'est pas compliqué, mais il faut arrêter de vouloir faire des roulettes, il faut arrêter de vouloir faire 10 000 jongles. Il faut faire des passes dans les pieds. Voilà. Ouais, je suis complètement d'accord avec ça. L'important, C'est les c'est 3 de faire de la points. répétition. C'est de faire de la répétition, mais sur les fondamentaux.
Souvent, ce qui manque à beaucoup de joueurs, au final, c'est de maîtriser certains fondamentaux. Et sur le jeu de tournoi, ça va être beaucoup de jeux pré-flop. Bah, c'est savoir, ok, telle main en telle position, je suis face à un open, je call ou je 3-bet. Tellement un big blind, je dois défendre, je dois pas défendre, je dois squeeze. Et au final, il y a quand même énormément de fondamentaux, tu vois, quand je vois tu vois, des joueurs de petites limites qui m'envoient des mains, ou quand je vois des reviews qu'on a fait avec toujours des joueurs de petites limites, au final, les fondamentaux sur le pré-flop, ils sont pas maîtrisés. Forcément, c'est aussi, ça demande du temps, il y a pas mal de travail à faire là-dessus. Mais c'est sûr que c'est la base à maîtriser d'abord. Mais tu vois, c'est intéressant parce que hier, j'ai coaché là justement pour Starter, là, le fameux produit qu'a sorti Netcer sur Poker Simulator. Ils ont fait ils ont créé un concept presque gratuit là où tu paies 20 € par mois et tu as 8 heures de coaching. Et donc, j'ai accès à ces joueurs-là qui viennent. C'est des joueurs du coup qui stagnent depuis longtemps. Et là, on parlait hier soir du jeu pré-flop justement. Et on parlait de GTO, c'est-à-dire qu'il disait ouais mais en gros non on parlait il m'expliquait le joueur que chacun a sa range en fait. Il n'y a pas de range pré-flop, tu vois, genre il dit ben ça dépend de chacun. Il dit moi si, en fonction de la situation dans laquelle je suis, je peux très bien open beaucoup plus loose ou beaucoup plus tight si je suis contre un reg et tout. Et en fait, j'aurais expliqué justement, tu vois, revenir sur les bases qui sont les équités et les fréquences. J'aurais expliqué qu'une range pré-flop, elle a du sens. La range GTO, elle est pas là pour rien. C'est qu'en fait, la fréquence, quand tu open une main, la fréquence à laquelle tu vas gagner la dead money, plus l'équité que tu as contre les ranges de call, font que ça génère de l'argent sur le long terme. C'est pas en mode chacun a ses propres ranges. C'est simple en fait, c'est mathématique. C'est juste se dire, ok, quand j'open cette main, 30% du temps, ben, tout le monde va fold, je vais prendre le pot. Et puis quand quelqu'un colle, j'ai tant d'équité contre la range de call, donc je vais gagner le pot à telle fréquence. Donc sur le long terme, je génère de l'argent. Et c'est comme ça qu'on gagne de l'argent au poker, c'est comme ça qu'on gagne des jetons. Ce que j'essaie de leur faire comprendre, c'est juste des questions de valoriser la valeur de sa main à la bonne valeur. Parce que souvent, les joueurs de petite limite soit surestiment la valeur de leur main ou sous-estiment la valeur de leur main. Non, il faut juste, du coup, l'objectif, c'est de comprendre la bonne valeur. Et donc, ce qui se passe souvent, c'est qu'ils dévient vachement pour des variables qui sont hyper marginales en fait. Et donc c'est ça qui est Je dangereux. pense que quoi, on en revient à une des problématiques fondamentales, c'est qu'ils complexifient trop les décisions. Ouais. Ils veulent trop, de manière intellectualiser le jeu, les stratégies. Et en autre ligue aussi, c'est qu'ils, souvent les joueurs de petite limite, c'est qu'ils savent pas prendre assez de value, comme tu le disais. Il y a plein de spots où tu dois pas slow play des mains fortes. Et ils savent pas pourquoi ils le font, mais ils ont une main forte. Ils disent ah je vais slow play, je vais laisser mon adversaire bluffer. Mais ils savent pas exactement pour quelles raisons ils le font. Toutes ces erreurs-là accumulées, elles font qu'ils ont du mal justement ouais, à progresser. J'ai envie de lancer un message. C'est aussi le truc de je fais pas ça parce que je vais être dans des situations difficiles. C'est là j'ai envie de dire à tout le monde si vous voulez progresser dans mes coachings, c'est moi je dans la merde. Je leur dis, je mets le nez dans la merde, c'est comme ça qu'on arrive à s'en sortir. Si on met jamais le nez dans la merde, non, il sera toujours là, on l'enlèvera jamais. Donc il faut y aller, quoi. Il faut à un moment donné avoir des décisions difficiles et au lieu de les fuir, il faut les confronter et les résoudre. Et c'est comme ça qu'on avance, en fait, tout simplement. Donc si on revient à la question que tu nous as posée, Loïc, en fait, c'est simple de gagner un champ poker. Faut pas partir dans tous les sens. Faut revenir sur des bases, sur des fondamentaux, pardon, et aller faire des erreurs, prendre des décisions difficiles, se remettre en question, etc. Et on avance. Mais ça justement, c'est important que tu le pointes aussi. Et ça fait partie d'un travail sur le mindset qu'il doit faire. Je pense que c'est sûrement ça qui est le plus difficile aussi quand tu débutes ou que tu manques un peu d'expérience dans le poker. C'est d'accepter d'être dans des situations où t'es pas à l'aise, où tu sais pas forcément quelle sera la meilleure décision, et aller t'y confronter, parce que sinon c'est vraiment un des plus gros obstacles à la progression. Si tu restes tout le temps dans ta zone de confort, tu dis ok bon ce spot là, je sais que si je au moins si je 3 pas, je vais pas me faire 4 bêtes, donc je vais jouer cette main là de manière Ouais, c'est ça. passive et, euh, et c'est un des plus gros leaks aussi je pense. Donc c'est Je vais, l'importance du travail sur le mental. où je vais faire Je 11, pense qu'on en parle de plus bébés en plus préflop. aujourd'hui, heureusement, mais c'est monstrueux, surtout quand tu débutes. Ou le fameux je vais faire 11 bébés préflop pour protéger mes as. Hein, parce que Par bon, exemple. c'est au flop. Oh putain.
Ouais. J'ai Par vu exemple, ça. j'avais peur Ouais. du tirage couleur dans un pocket bet. Du Ouais, coup, j'ai mis all-in. j'ai fait tapis avec top 7. C'est ça. J'ai- Dis-moi. Vas-y, Loïc. Non, Non, moi... j'avais une question, mais Vas-y. en fait, il y a une difficulté en tant que coach qu'on a. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de coaching déjà, faire attention parce que c'est utilisé à toutes les sauces. Quand on parle de coaching, on est C'est trop utilisé? ouais, beaucoup trop utilisé. C'est-à-dire que coach, c'est un métier. euh, enfin, je veux dire, coacher quelqu'un, c'est réussir à lui permettre de d'évoluer par lui-même, tu vois. C'est lui lever des blocages, lui permettre de se développer, mais qu'il puisse se développer par lui-même. On va accompagner quelqu'un dans sa progression à quelque chose, on va accompagner quelqu'un sur un projet, etc. Et aujourd'hui, on parle de coaching quand on fait, voilà, on va faire une review. En fait, on n'est pas en train de coacher quelqu'un, on est en train de transmettre, on est en train de partager. Mais on n'est pas en train de coacher, c'est-à-dire de se centrer sur la personne en face, d'aller chercher les leaks qu'il a, d'aller chercher les blocages qu'il a, d'aller chercher ses qualités, ses défauts, comment il va pouvoir performer, etc. Où là, on est dans du coaching. Donc, faut faire attention un petit peu aux termes. Mais là où c'est difficile, je sais pas si tu le rencontres, Sylvain, moi, c'est que j'ai des joueurs qui sont très forts à l'entraînement, c'est-à-dire que je sens qu'ils ont des compétences, qu'ils sont intelligents, qu'ils comprennent bien, etc. Mhm. Mais ça marche pas in-game. Et Ouais. c'est les situations qui me dérangent, enfin, qui sont les plus dures dans le coaching. Je pense qu'il y a une part mentale, mais du coup, je sais pas à quel point euh, la part est mentale et technique. euh, et c'est très dur de débloquer des choses chez ces joueurs-là, quoi. Ouais, alors je sais que je connais pas les joueurs en question, donc c'est pas forcément facile de trouver la solution, mais vous savez qu'il y a des fois, il y a un certain travail à aller faire au niveau subconscient. Parce que justement, si disons quand tu es au calme, que tu as le temps de réfléchir de manière posée, tu vois, tu arrives à bien analyser les choses. Et je pense qu'en fait, pour certains joueurs, quand ils se retrouvent in-game, s'ils n'arrivent pas à appliquer justement les mêmes choses, les mêmes concepts, c'est qu'à un moment donné, il y a un moment, tu vois, je pense qu'il y a un court-circuit. Je pense qu'il y a deux parties de leur cerveau qui sont peut-être en conflit. Et du coup, ils n'arrivent pas à appliquer entre guillemets, leur recette, tu vois, leur schéma leur process de réflexion, leur Ouais, processus de les prise de champs décision d'attention. normale qu'ils arrivent à appliquer quand ils sont en train entre guillemets, de s'entraîner, de faire ça en dehors des tables. Je pense que c'est un problème à ce niveau-là. Ouais. Qui est quelque chose qu'on voit souvent dans le tennis d'ailleurs. Mais j'ai envie de dire que ouais, ça arrive aussi dans d'autres disciplines, ça arrive dans le sport. Je pense que ça arrive même à tous les bons joueurs parce que des fois, pour telle ou telle raison, tu vas pas prendre la meilleure décision parce que t'es pas en confiance, que Ouais. t'es en bad drop, quoi. Et Après, à partir du moment où il y a de l'émotionnel, on est d'accord que ça voilà. brouille le Et, thinking ou parce que des process et fois, qu'on tu es va peut-être prendre en des décisions, mais surconfiance. Des fois, voilà. tu peux être en surconfiance, tu vas absolument gagner tous les pots ou trop bluffer, et du coup, ça te fait dévier de ton A-game, par exemple, aussi. Ouais. Mais c'est vrai que moi, ça me fait éveiller la question de me dire, est-ce qu'il y a des joueurs qui sont pas faits pour ça, justement, qui vont être intelligents, des gens où tu te dis, OK, ça va rouler. Et en fait, on bloque, on n'arrive pas. Et est-ce qu'il y a des choses qu'ils font dans leur champ d'intention, dans leur rapidité? J'ai vu que dans le e-sport, tu sais, ils évaluent la rapidité de prise de décision et que c'est des choses qui sont importantes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être capables de prendre des décisions à froid, etc. Mais à chaud, ils n'ont pas ces rapidités, mais je sais plus comment ils ont un terme pour ça. Activité, Et peut-être. ouais, la réactivité, exactement. Ouais, écoute, moi, je n'étais pas coach mental, mais pour travailler de manière continue sur le sujet avec différents coachs, je pense que si ce problème-là, il est récurrent chez des joueurs, c'est qu'il y a quand même des émotions en fait, qui doivent survenir et qui doivent venir bloquer le schéma le processus de raisonnement habituel. Et je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus. Ouais. Ok. On a dérivé là, les Surtout des gars. synthèses là-dessus. Ouais. On a dérivé, on est parti sur le coaching mental, c'est bien. Sylvain, je prends le. Peanuts arrive? Non? Non? Je prends le. C'est ça, alors vous laissez votre place et c'est Peanut, c'est Romain maintenant. Il y a cette question. So 2022, mais en 2023, il faut nous poser l'inverse. 2022, c'était vraiment l'année de l'explosion. 2021-2022, c'est les deux années d'explosion du coaching mental, quoi. On en a vu partout. Alors, aussi, parce que comme on disait, on a deux personnalités connues
et forte médiatiquement, c'est-à-dire des gens comme Peanuts ou Roman Nussbaum qui en ont parlé, reparlé, donc mis ça en lumière. Donc d'autres coachs sont arrivés. On a vu des gens que je pense comme Alexis Essaeli, des gens comme Audrey aussi apparaître médiatiquement par des résultats avec des équipes ou avec des joueurs qui parfois ont eu de très beaux résultats d'ailleurs. Oui, mais est-ce qu'à un moment donné, trop de coaching mental, ça ne tue pas le coaching mental, Sylvain? Ouais, non, je pense que c'est quand même super. Enfin, à mon sens, c'est primordial. Et je pense que beaucoup de joueurs devraient quand même y consacrer beaucoup de temps avant d'arriver à une certaine limite. Donc la technique va devenir, on va dire, je pense, vraiment fondamentale pour battre d'autres réguliers. Bon, après, il y aura toujours un débat, quel temps tu consacres et quel temps tu consacres à travailler plutôt sur tes stratégies. Tu peux pas réussir dans tous les cas si tu négliges un des deux. Mais je pense que pour beaucoup de joueurs qui stagnent, du coup c'était un peu la majorité des joueurs dont on parlait, il y a quand même beaucoup de problèmes de mindset qui sont pas réglés. Tu sais, est-ce que ce soit genre une mauvaise gestion de bankroll, où ils savent pas sélectionner leur tournoi, ils se retrouvent à aller jouer les Win Series et d'un coup ils vont aller faire des shots qui n'ont pas forcément de sens par rapport à leur bankroll. Alors ils vont FOMO, c'est les Win Series, et ils vont lancer 12 tables alors que d'habitude ils en jouent 6, c'est leur zone de confort, là où ils sont performants, c'est sur 6 tables. Par exemple, je pense que c'est une erreur assez classique. Après, je pense qu'il y a encore plein d'autres problèmes de mindset. Bon, Peanuts, pareil, en parle mieux que moi dans la masterclass qu'on a créée. Ouais, mais Il y a tellement de problèmes de mindset justement, que toi qui Tu es là trouves depuis pas qu'il y a longtemps, trop Sylvain, toi qui es là depuis longtemps, est-ce qu'il y a quelques années, c'était quelque chose avant, j'ai envie de dire peut-être avant que tu sois avec Sylvain, avec Ilti, c'est quelque chose qui te parlait ou moi j'ai l'impression quand je dis à ton époque, t'as compris, c'est l'époque où tu pètes et où t'es FDWSOP ou à côté après les années suivantes, les victoires, etc. J'ai l'impression qu'à cette époque-là, le coaching mental, on en parle finalement peu. Il y a Pierre Gauthier, quoi, pour le coup, chez ouais, Wima, et c'est tout, quoi. on en parle assez peu. Moi, j'ai travaillé avec Pierre Gauthier à l'époque, pendant quelques temps. Ça m'a aussi forcément beaucoup apporté. Après, je pense que moi, ma force à cette époque-là, je pense que c'est la force pour continuer à avoir une carrière assez longue aussi, c'est la motivation. La motivation, c'est la clé de tout, c'est ça qui te fait vouloir te surpasser, qui fait que tu vas mettre les heures, tu vas travailler, que tu vas te fixer des objectifs qui sont ambitieux. Mais la motivation, c'est aussi quelque chose qui se travaille, qui s'entretient en tout cas, on va dire. Euh, mais effectivement, avant on en parlait un peu moins, mais c'est aussi le cas dans tous les sports de haut niveau, hein. Il y a plein de sports de haut niveau où ça se développe. Dans le foot, par exemple, pour travailler avec un coach qui est un peu impliqué dans le foot, il me dit que c'est toujours pas c'est pas vraiment considéré le Oui, c'est coaching mental sous-évalué. dans le foot, c'est sous-évalué. Alors que dans d'autres sports où c'est plus évident comme le tennis par exemple, maintenant c'est Mais, devenu tout à fait. logique, ou dans le golf ça fait vraiment enfin c'est vraiment une des clés euh, passer des caps et être performant, ouais. Boris, je t'ai coupé. Non, non, j'ai 25 000 trucs à dire, mais du coup, il faut qu'on fasse très attention. Je vais essayer de me centrer sur mes idées. En fait, quand Sylvain, tu as commencé à parler, tu as dit il faut travailler le mental et la technique après. Je pense exactement l'inverse. Je me faisais le débat. Je me dis, on a un truc différent, tu vois. Je me dis, c'est cool. C'est que justement, je trouve que moi, dans mon idée, j'imagine un joueur de foot qui joue en district, en bas, ou qui débute, un jeune et tout. Il faut d'abord apprendre des bases techniques. Faut savoir faire des passes, des machins, des trucs. Et tu arrives à un moment donné où tu as un blocage. Et là, c'est le mental, pour moi, c'est le coaching mental, c'est déjà quelque chose qui doit être qui doit être là pour des joueurs qui veulent performer, tu vois, pour des joueurs qui veulent atteindre des objectifs élevés. Le mental, pour moi, pour des gens qui en ont rien à foutre ou qui veulent faire 500 euros par mois, alors ça va être utile. Mais moi, j'ai vraiment cette idée que, ok, on joue au football, on est en district, en ligue et tout, on s'amuse, on s'entraîne, on fait du foot, tu vois. Par contre, le mec qui veut aller plus haut, là, il va falloir qu'il lève des blocages, il va falloir qu'il travaille sur des choses sur lui, qu'il travaille sur ses qualités, etc., sur ses défauts, sur ses leaks, etc. J'ai un peu cette idée-là, et aujourd'hui, justement, je retrouve des joueurs qui jouent à BI5 qui font 80% de leur temps du mental. Et
je reviens sur la notion qu'on disait tout à l'heure de coaching, c'est que coaching mental, qu'est-ce que c'est? C'est qu'aujourd'hui, on voit apparaître un espèce de fantasme sur le mental et il y a tout dedans. Du coaching mental, c'est quelque chose où vous êtes en heads-up avec quelqu'un qui va venir décortiquer votre modèle personnel, comment vous fonctionnez, comment je fonctionne. Je réagis comme ça, j'ai une émotion, comment mon corps, comment moi je réagis, comment je fonctionne, quelle est ma sensibilité, etc. C'est quelque chose de très personnel. Et aujourd'hui, il y a aussi beaucoup d'abattage de mental, du mental de masse. Pour moi, c'est pas du coaching, encore une fois. Et j'ai bien aimé, j'avais vu une vidéo, je crois que c'est Pierre David sur l'Académie de la haute performance qui disait on vous dit de faire de la sophrologie, de la méditation. Arrêtez. Regardez déjà qui vous êtes, qu'est-ce qui vous fait du bien. Chez vous, est-ce que le sport vous fait du bien? Parce qu'aujourd'hui, il faut faire du sport, donc tout le monde fait du sport, mais il y a peut-être des gens à qui ça sert à rien. Et de se recentrer sur soi. Donc pour moi, d'abord, coaching mental numéro 1, c'est on est en heads-up avec un mec qui va nous faire travailler sur nous, sur qui on est, la connaissance de nous, l'estime de nous, la confiance en nous et les choses qui sont internes. Tout ce qui est de masse, c'est génial, mais c'est superficiel. Donc il faut se l'approprier. Ça demande comme quand on parle de masterclass technique, etc. C'est quelque chose de masse qui va falloir s'approprier, qui est pas adapté à vous, qui va pas répondre à vos problématiques personnelles. C'est pas du coaching, c'est de la diffusion. Donc pour moi, ouais, ma vision c'est ça, c'est putain, quand on veut être bon au poker, faut faire du poker, faut faire du jeu, faut vivre poker. J'avais un exemple avec Adrien Guillon, tu vois, la grande mode, c'est que moi je suis comme ça, c'est que je suis avec des joueurs de poker, putain, je sors de mon tournoi, je discute, je partage des HH, tu vois, je dis tac et tac et tac, j'ai envie de savoir comment tu raisonnes, comment machin, je sais pas, on doit être dans le jeu, on doit être dans le poker. Je me rappelle sur mon premier Vegas, pour me préparer, je jouais tout seul contre moi-même. Je me servais des cartes, j'étais au Mexique. Ça, c'est ce qu'on appelle la folie, ça, par contre. Ouais, mais pour te dire jusqu'où ça va, c'est que je me servais des cartes à moi, à un autre moi, tu vois, et je mettais un flop, je disais, tu fais quoi? Ah, tu fais ça. Et toi, t'es quoi en face? Ben, tu vois, pour te dire que ça va loin, c'est que il faut aimer jouer. C'est comme, j'arrête pas de faire des métaphores de football, mais putain, un joueur de football, t'inquiète pas qu'il a son ballon, il est dans son jardin, il monte les escaliers avec son ballon, en fait, faut vivre avec. Ouais, c'est vrai. Et donc aujourd'hui, le mental, ce qui me dérange, c'est que moi j'ai le problème avec le centre Nutzer où j'ai essayé de basculer le truc, c'est que en fait les gars, je leur dis qu'est-ce que vous foutez? Ils bossent 50 heures, 60 heures par semaine, mais quand je demande moi du travail technique et que je fais des évaluations, parce que du coup aujourd'hui on arrive à faire des modules, des quêtes, de la gamification et des évaluations, j'ai des taux d'échec incroyables. Tu vois. Et donc du coup, et je demande pas des trucs hyper compliqués. Pourquoi? Parce que tout est mental. C'est Miracle Morning, ensuite, il faut faire du sport, ensuite, il faut faire la méditation, il faut faire un cool-down, il faut faire un briefing, il faut faire un débriefing, faut évaluer. Donc, c'est génial tout ça, tu vois. Mais ce qui est important, c'est quoi? C'est de trouver l'équilibre. Et j'ai l'impression que c'est soit tout l'un, soit tout l'autre. C'est-à-dire qu'on a après des mecs, j'ai vécu chez ATM, par exemple, où c'est full technique. Pour le coup, on va faire que de la technique, que de la technique, que de la technique. Et puis, sorti de la formation, je me rappelle, mais dit, mais putain, attends, c'est quoi qui me motive? C'est quoi mes objectifs? J'étais un peu perdu, j'avais perdu la motivation et tout parce que j'étais full technique. Donc, l'important, c'est de trouver l'équilibre entre les deux et pas penser que c'est un truc qui est génial et l'autre truc qui est pas important. C'est, voilà, il faut, je pense, passer des paliers, progresser techniquement, lever les blocages mentaux, reprogresser techniquement et continuer à avancer et surtout avoir des objectifs clairs parce que tu vois, bosser son mental si tu as envie. Genre, je vais pas faire bosser mon mental à mon père, tu vois, qui depuis 10-12 ans, mon petit papa qui joue sur les spins 1 euro, tu vois. Bah, lui, il faut qu'il joue, faut qu'il travaille, qu'il comprenne le jeu, etc. Pour moi, quand on commence à parler de mental, c'est pour lever des blocages pour des gens qui ont des objectifs élevés, qui ont vouloir atteindre des limites élevées du poker, quoi. Sylvain. Ouais, non, c'est intéressant ce que tu dis. Ah, pardon, Loïc. Si tu Non, voulais dire. vas-y, au contraire, vas-y, à toi. Je te Non, passe. ouais, je suis d'accord aussi, mais tu as l'impression que tous les gens, au final, enfin, la majorité des joueurs qui veulent progresser, justement, c'est pour ça qu'ils vont consommer des vidéos, du produit, du coaching, ils ont quand même cette volonté, cette démarche de progression. Et le coaching mental, il va quand même leur permettre de lever des barrières. Mais comme tu dis, ça va rien être sans la technique, parce qu'au final, bah, quand tu te retrouves à table, même si tu es très fort mentalement, si tu connais pas tes règnes, si tu n'as aucune idée
des stratégies à appliquer dans plein de spots, bon, bah, tu vas pas pouvoir, ça va être difficile de gagner et d'augmenter ton ROI. Il Ouais, y a aucun doute là-dessus. Du coup, c'est quand tu l'essence parlais du jeu. d'accompagnement un peu plus personnel, bah, du coup, j'en profite pour parler du challenge MTT qu'on lance Allez, avec Kill Tilt. Et donc, ce sera avec Chichi, qui va être en gros le principal acteur qui va coordonner tout ça. Donc, l'idée, c'est d'embarquer bah, tous les joueurs qui vont nous rejoindre. Donc, ça va être principalement axé sur des petites limites, des 5 euros, des joueurs qui jouent à BI 5, 10 euros, 20 euros, et de vraiment répondre à leurs problématiques de manière très régulière. Donc, il y aura Flavien Guénan qui va intervenir de manière régulière. On a aussi Julien Pérouse qui va venir faire des interventions. Z-Chance, Peanuts évidemment également. Et l'idée, c'est de jouer leurs limites, c'est d'interagir avec eux, de récupérer leurs mains, de voir quelles sont leurs problématiques, et de faire on va faire des lives aussi, mais de créer du contenu qui est vraiment destiné à leurs problématiques qu'ils rencontrent au jour le jour sur leur table, que ce soit dans le jeu pré-flop, post-flop, et de pas choisir, d'une certaine manière, de pas choisir trop nous-mêmes les thèmes. Et de se dire, ah ouais, ce sujet-là m'a l'air intéressant, mais au final, il va peut-être pas convenir c'est peut-être pas adapté. il est peut-être pas adapté exactement. Et c'est pour ça avoir ce challenge, tu vois, le fait que du coup t'embarques tout le monde sur un an, c'est super motivant, je pense, pour eux. Et qu'il y ait un échange qui soit vraiment régulier, que ce soit au travers des vidéos, au travers des lives, au travers du Discord qu'on aura aussi. Je pense que c'est quelque chose qui va être vraiment puissant. Ça, Sylvain, pour que les gens aient les infos, donc tu dis c'est sur un an, c'est combien? C'est par mois? Ou pas? Ou d'ailleurs peut-être en une fois? Je sais pas comment ça. Alors, au moment où la vidéo sera publiée, je crois que vu qu'il y avait des préventes avant, c'était un peu moins cher si tu t'es inscrit. Je Ouais. crois que c'est l'équivalent de 39 euros par mois. Ok. C'est 39 euros par mois sur un an. Ok. Et l'idée, c'est que je crois qu'au 12 janvier, du coup, on arrête les inscriptions. Du coup, c'est Ouais. vraiment. Du coup, On j'ai embarque. sorti la vidéo le 13. Aucun intérêt. Parfait. Parfait. Et On là, embarque tout le monde sur un an et voilà, c'est pour les gens qui sont vraiment motivés et qui veulent se commit à progresser en tournoi. Je pense que c'est une belle opportunité. ok. Boris, t'en as parlé un peu tout à l'heure. Alors, la nouvelle offre que vous faites sur le simulateur? Bah, du coup, voilà, starter, donc ça s'appelle 20 euros par mois. C'est un truc incroyable. Moi, quand ils m'ont pondu ça, les fondateurs de Notser, je dis vous êtes complètement malade. Forcément, il y a 8 heures de coaching par mois pour 20 euros par mois. Donc, je pense que ça aurait été gratuit, ça aurait été la même chose. Je pense qu'ils ont voulu un engagement du joueur. Bah, du coup, c'est pareil, hein, c'est toujours intéressant. Il va y avoir plusieurs intervenants différents. On va balayer tout ce qui traite de l'essence du jeu, du poker, du thinking process, les ranges pré-flop, etc. Donc, il y aura énormément de contenu. On essaiera d'être le plus adapté possible à chacun. Ce sera à vous, aux gens, de venir et de s'approprier le contenu pour en faire quelque chose de bien. Ce qui est rigolo, je vous donne mon avis à tous les deux, c'est que je trouve que les contenus de qualité, comme vous faites tous les deux, Kiltit et Notser, sont de plus en plus accessibles. Et donc maintenant, je me dis, parce que là tu parles, Sylvain, de 39 euros, toi tu parles de 20 euros, donc on est sur des sommes, bon, qui existent, mais qui sont pas les 150 euros de l'heure qu'on peut connaître chez certains joueurs. Et aujourd'hui, j'ai même l'impression qu'on peut se prendre 2, 3 offres parfois, tu vois, pour une centaine d'euros par mois. Et tu as un vrai programme complet entre différents bons joueurs. Tu vois, la connaissance est de plus en plus facile d'accès, ou en tout cas moins cher qu'il y a quelques années. Tu sais, quand tu voyais juste sur les sites, je te dis n'importe quoi, machin, 200 euros de l'heure, et puis c'est tout, quoi. Ouais, tant mieux, j'ai envie de dire. Ouais, J'ai envie de dire tant mieux que ce soit accessible qu'il y ait du contenu de qualité, parce que le constat, c'est que ça manquait de contenu, en tout cas en français, ouais. disponible de qualité à des prix raisonnables. Et je suis content moi, que notre serre fasse aussi leur offre. Je sais pas si on est peut-être un peu concurrent, mais dans Ouais, l'absolu, mais c'est tant justement, mieux. Dans l'absolu, tant mieux qu'il y ait davantage d'offres. Et l'important, c'est qu'il y ait juste davantage de contenu et que tu puisses te former, qu'on puisse attirer davantage de nouveaux joueurs, qu'il y ait des nouvelles carrières qui se créent, qu'il y ait des joueurs débutants assez jeunes, que ce soit un tremplin pour eux, c'est le top, quoi. ouais, mais tu Ouais, c'est vois, ça. je sais même pas si Ouais. vous êtes concurrent, entre guillemets, parce que c'est ça, quoi. À des prix comme ça,
39 euros, 20 euros, tu peux pas te tromper. Tu vois ce que je veux te Ouais, dire? et puis limite, il n'y a même pas de concurrence, comme tu disais Loïc, dans le sens où tu peux même prendre les deux, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, Ouais, et puis c'est que tu fais, en fait, tu prends toutes les infos. Mais par contre, je tiens quand même à préciser, c'est qu'autant c'est génial et c'est bien, mais tu vois, ça n'a pas du tout la même valeur qu'un coaching individuel où tu vas payer 150 euros de l'heure. Donc, faut Oui, faire très attention. C'est-à-dire évidemment. que le Mais conseil que je répète et que je donne aux gars, c'est venez, vous allez avoir un contenu incroyable, mais il faut que vous arriviez à l'intégrer, à vous l'approprier et à le travailler, quoi, à continuer à le travailler. Il faut en faire quelque chose de ce contenu-là. Mais pour 20 euros, bien sûr que c'est cadeau ou 39 euros et que ça a beaucoup de valeur. Mais ça demandera aux gens un investissement derrière pour en tirer profit, quoi. les Pour en amis, tirer profit. on arrive tranquillement vers la fin de l'émission. J'ai une dernière question pour vous. Ça fait longtemps aussi que vous bossez évidemment comme coach. Et il y a cette sempiternelle question, ce sempiternel reproche que certains qui doutent ont, c'est oui, mais s'il était aussi bon que ça, si c'était un joueur si gagnant que ça, il ne perdrait pas son temps à aller coacher les gens ou à essayer de gagner de l'argent en coachant les gens. À cette question que je vois revenir, mais tout le temps, et que je trouve un peu pas très maligne parce que ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que vous répondez à ça, les amis? C'est pour le coup, tout le monde sait que vous êtes deux joueurs gagnants, très gagnants, et pourtant vous êtes tous les deux coachs aussi. Alors moi c'est, vas-y, pardon. pardon, personnellement, il y a déjà une démarche individuelle. Déjà, effectivement, je suis gagnant. Il faut savoir que, alors, au poker, on a des résultats qui sont très variables. Donc, le coaching a l'avantage de nous apporter un revenu qui est régulier. Faut comprendre que quand on est joueur professionnel, en France, je suis taxé, j'ai des impôts, et je peux très bien faire une année où je gagne 100 000 euros sur mon année et faire une année où je perds de l'argent. Donc, comme pendant un an, vous perdez 15 000 euros, enfin, je sais que mon plus gros bad run, j'ai fait moins 35 000 euros, je crois, en 11 mois. Mhm. Donc, je commence l'année en mois de novembre, ben, j'ai perdu 35 000. Il a fallu que je vive, hein. Donc, c'est 1500, 2000 euros par mois, plus les charges sociales, parce que même si on perd de l'argent, il faut payer des charges sociales sur les salaires qu'on se verse. Donc, on dépense beaucoup d'argent et que le coaching nous permet d'avoir une certaine sécurité financière, de dire, OK, ben, je coach, j'ai tant de revenus par mois et je sais que quoi qu'il se passe sur les tables, je sais que j'ai 2 enfants, j'ai une femme, j'ai une maison à payer et que j'ai un revenu. Ça, c'est, on va dire, le côté sécurité. Moi, personnellement, j'étais infirmier. J'étais infirmier coordinateur, je m'occupais des gens. Et quand j'étais joueur de poker, j'ai kiffé jouer, mais il y avait un gros problème dans le sens de ma vie. C'est quoi le sens? Je viens, je prends de l'argent aux gens, on profite potentiellement d'addiction, etc., de gens qui s'endettent, et on se dit, c'est quoi le sens que j'ai à tout ça? Et le coaching a été vachement game changer pour moi parce qu'il m'a permis d'aider les gens et de rentrer dans une démarche de bienveillance, de débloquer. Et je me rappelle de ma femme qui me disait, moi, je sors d'un coaching, elle me regarde, elle me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, mais t'es excité, tu vois. J'avais une énergie incroyable après le coaching parce que ça fait du bien. Donc, finalement, quand on coach, enfin, moi, personnellement, quand je coach quelqu'un en heads up et que je l'aide, ben, ça me fait du bien. C'est que je le fais aussi pour moi parce que ça me permet d'avoir du sens, ça me permet d'être motivé, ça me permet de donner de l'énergie et d'avoir une bonne estime de moi, tout simplement. Donc ça fait partie des raisons pour lesquelles coacher est intéressant. Et il y a une dernière raison, bien sûr, qui est intéressante, c'est ben, forcément plus on coach, plus on rencontre de joueurs, plus on comprend aussi ben, le processus que peuvent avoir les joueurs. Donc ça, c'est une petite cerise sur le gâteau qui est intéressante aussi en tant que coach, et que on a accès aussi à beaucoup de joueurs, beaucoup de thinking process, et que forcément, c'est intéressant pour nous aussi, en tant que joueur. Ouais, en tant que joueur, je suis d'accord aussi. C'est qu'au final, en coachant, tu développes aussi des compétences. Tu réalises aussi si tu te retrouves à devoir expliquer un concept et que t'es pas forcément certain des bases derrière, tu dis ah peut-être qu'en fait je vais devoir aller revoir certaines choses, certaines, certaines théories. Ouais, la clarté, avoir de la Ouais, clarté tu vas clarifier aussi certains concepts pour toi-même. Déjà, c'est très puissant. Et après, je suis complètement d'accord aussi. Enfin, disons que si tu fais que jouer au poker et que t'as pas d'échange avec d'autres personnes, c'est quand même un jeu qui est très solitaire. Et quand t'es pro, je pense pour avoir un bon équilibre, c'est quand même super important d'avoir des échanges avec d'autres joueurs, avec d'autres personnes.
Donc le coaching, c'est génial pour ça. Alors moi, personnellement, en termes de coaching privé, je fais beaucoup de coaching avec d'autres joueurs pro avec qui je travaille. Donc c'est plus du coaching où justement, je vais coacher un joueur et l'autre va me coacher. On va analyser ensemble des tournois qu'on a joués et inversement. Du coup, c'est à la fois un partage de connaissances, aussi, c'est aussi une évaluation. Et je trouve que c'est ultra gratifiant d'aider d'autres joueurs à progresser. Et puis enfin, si on parle plus coaching que création de contenu, moi, je sais que personnellement, à mes tout débuts dans le poker, euh, quand je fais des vidéos, que ce soit que ce soit en anglais à l'époque, sur les sites comme Cardrunners ou après comme Limpers, etc., je trouvais ça génial qu'il y ait des joueurs qui soient meilleurs que moi qui partagent leur raisonnement, leur thinking process, leur approche du jeu. Et je trouve que quand tu as été dans le poker dans beaucoup d'années aussi, c'est une belle manière tu vois, de redonner un peu de ton. De remercier un peu. Ouais, de remercier un peu, voilà, c'est ça, remercier un peu ce que tu réussi à avoir aussi au travers des vidéos, des forums, etc. Et de redonner un peu de ton temps pour continuer à développer tout simplement l'engouement vers ce jeu-là, dans le poker. Et du coup, ça fait extrêmement plaisir quand tu fais des vidéos YouTube et que les gens te font des super retours. C'est aussi fait, ouais. Ça fait du bien, ouais. Ça fait du Plaisir. bien. Ouais. Comme tu disais, voilà, heureusement, grâce à ça, il n'y a pas que l'aspect gain ou performance. Il y a aussi le fait de contribuer de manière positive à la progression d'autres joueurs. Eh ben, on va rester sur ces notes d'amour pour finir, les amis. C'était beau. Bon, Sylvain, on te retrouve. Alors, t'en parlais. Des fois, on te retrouve sur la chaîne Kill Tilt. Évidemment, c'est gratuit. Sur YouTube, exactement. Vous avez le lien pour aller voir toutes les offres de Kill Tilt, dont la dernière qui vient de sortir juste en dessous. Là, vous voyez. Puis vous avez aussi tout ça dans la description. Mon Boris, on te retrouve avec la Team France. Une très, très, très belle team de joueurs compétents tels que Adrien Guyon et toi, parce qu'après c'est Audrey et moi, et donc du coup ça c'est quand même vachement moins compétent. On retrouve les offres sur notser.fr, on retrouve les offres sur pokersimulator.com juste en dessous, et puis on te retrouve des fois sur la chaîne YouTube de Notser, sur tes réseaux sociaux. Les amis, c'était un plaisir de vous avoir tous les deux. Je vous souhaite une belle année à vous aussi, les amis. Le meilleur pour vous. Et j'espère que vous allez tout déchirer. Voilà, tout simplement. Et ça m'a fait très plaisir de vous avoir. Merci à tous de nous avoir suivis. Passez encore une belle année 2023. Nous, on sera là, avec Dans le Carré, pour vous régaler avec toujours de très beaux invités. On vous fait la bise. Ciao, ciao, ciao. À tout le monde. Ciao. Merci Loïc.